merci de prendre place pour cet après-midi qui va être dense, puisque tout à l'heure, vous le savez peut-être, j'espère que vous l'aviez noté sur vos tablettes, aux alentours de 16 heures, on va remettre les trophées de l'innovation. Avant ça, on continue à se poser des questions et on continue à essayer d'y répondre. On va parler des dynamiques territoriales. Elles sont en plein bouleversement entre des métropoles qui continuent à attirer du monde, mais qui sont de plus en plus remises en question, des zones périurbaines qui se cherchent, une ruralité qui entend bien retrouver une croissance de sa population grâce notamment aux conséquences de la crise sanitaire. On a l'impression en ce moment que tout bouge. Alors comment apprécier ce phénomène? Comment anticiper les besoins en matière d'habitat, en matière de construction? Quelle stratégie donc pour vous, bailleurs sociaux? C'est ce dont nous allons débattre et je vais vous présenter les hautes personnalités qui ont pris place dans ces chauffeuses, en commençant par Muriel Boulmier. Bonjour à vous. Vous êtes présidente de l'AR Nouvelle-Aquitaine, présidente de la commission Territoire détendu et Cœur de Ville de l'USH. Vous êtes grand témoin. Alors, grand témoin, pas trop se monter du col. C'est vous qui allez commencer, c'est vous qui allez continuer, qui allez terminer. Mais on est très heureux de vous avoir ici sur cette scène. À côté de vous, Marc-Antoine Jamet, maire de Val-de-Reuil. C'est intéressant parce que c'est une ville nouvelle conçue dans les années 80, justement pour désengorger à l'époque les grandes villes de Rouen et de l'agglomération parisienne. Olivier Klein, faut-il vous présenter à cette noble assemblée? Vous êtes président de l'ANRU, évidemment, maire de Clichy-sous-Bois, et il faut que je vous dise une chose, c'est à la suite d'une visite de Clichy-sous-Bois que j'ai compris beaucoup de choses sur le logement social, l'urbanisme, c'était absolument lumineux. Frédéric Lavergne, directeur général d'Erilia, un bailleur présent sur des territoires, on va dire, très, très métropolitains, denses, Marseille, Nice, Lyon, Montpellier. Renaud Père, à l'autre bout là-bas, vice-président de la métropole de Lyon. Soyez le bienvenu parmi nous. Jean-Denis Meige, à côté de vous, directeur général d'Opal, Snopper HLM de l'Aisne. Alors, à la différence de Frédéric Lavergne, vous intervenez dans des territoires très détendus. C'est intéressant de vous avoir d'ailleurs à un bout et l'autre de la tribune. Isabelle Roudil, directrice générale d'Axanis, c'est une coopérative qui fait de l'accession sociale à la propriété. Et puis Philippe Langrand, vice-président d'Action Logement Groupe, un acteur évidemment majeur du secteur. Alors vous allez dire, oui, Action Logement, on avait déjà le président ce matin. Et oui, le président est membre du MEDEF, Philippe Langrand, lui, il est côté CFDT. Ça, je ne sais pas si ça va changer complètement votre façon de voir les choses, mais sans doute peut-être un tout petit peu. Donc on doit réfléchir à ce que deviennent les territoires. Muriel Boulmier, je vous avais prévenu, vous allez commencer. Dites-moi, c'est la fin des métropoles? Pardon? Est-ce que c'est la fin des métropoles? Oh non. Non. Bien sûr que non. Si je prends la métropole de Bordeaux. On y est. C'est pour ça, bien sûr. Ça demeure le phare de la région, de cette grande région qui va du haut des Deux-Sèvres jusqu'à la frontière espagnole. Ensuite, il y a évidemment tous les révélateurs de notre crise sanitaire, c'est-à-dire ce mouvement dont on a beaucoup parlé vers les villes moyennes, vers des cadres de vie différents. Ça a fait l'actualité, les uns et les autres, vous avez beaucoup écrit sur le sujet. C'est vrai que c'est une tendance, mais il faut quand même être honnête, et j'espère que je ne vais choquer personne, ce n'est pas encore massif. C'est-à-dire qu'on ne vit pas un exode rural à l'envers. Et il y a évidemment les nouveaux modes de travailler. Alors, pourquoi est-ce que ça n'est pas la fin des métropoles? Parce que les métropoles sont encore des lieux d'activité excessivement importants. Et que les territoires détendus, qui sont en situation d'accueillir les familles, sont en effet aussi des territoires d'activité, il ne faut absolument pas le nier, mais tous ces territoires-là n'ont pas encore fini leur mutation vers une nouvelle organisation. Je parle notamment celle de la mobilité et celle du numérique. Et il faut en effet qu'il y ait cette égalité territoriale que pour le moment, France entière, nous n'observons pas. Donc il faut être inventif. Il faut que les organismes HLM se
travaille dans la dentelle. Ce qu'a dit le Premier ministre ce matin, hier matin, les territoires tendus, etc. Bien sûr qu'on l'a entendu, bien sûr que nous sommes solidaires. Néanmoins, moi, j'ai regretté quand même qu'il ne parle pas des autres territoires, les territoires détendus, parce qu'il y a des besoins. Et que pour remplir ces besoins et pour accompagner ces mutations que vous évoquiez, il va falloir qu'on soit courageux. Il va falloir qu'il y ait des politiques locales audacieuses et il va falloir que nous les accompagnons, nous, acteurs du logement social, en disant oui, c'est possible et nous serons présents. Je suis évidemment très curieuse d'entendre les témoignages des uns et des autres. Je pourrais développer ce que j'avance, mais je suis en effet respectueuse et curieuse d'entendre ça. Notre commission travaille beaucoup, nous nous réunissons régulièrement et ce que nous entendons est quand même très encourageant. C'est-à-dire qu'il y a en effet un flux de population. Regardez l'ex-Limousin, qui est désormais dans cette grande région. C'était la région la plus âgée de France, ce qui fait que désormais la Nouvelle-Aquitaine, évidemment, fait partie de ce palmarès. Mais dans le même temps, a un solde migratoire positif. Ça veut dire que nous avons l'attractivité du littoral, l'attractivité de Bordeaux Métropole et l'attractivité des territoires pour lesquels un certain nombre de seniors reviennent à la retraite, etc. Les territoires ne sont pas des territoires perdus, ils demandent à être accompagnés, défendus et aménagés, et les métropoles restent avec un rôle prééminent à condition qu'elles adaptent leur politique locale aux enjeux du besoin du logement social. Mais je voudrais savoir, et puis on va voir ce qu'en pensent les autres, hein. On dit qu'il y a une nouvelle attractivité aujourd'hui des petites villes, des villes moyennes. À votre avis, ça va durer ou c'est juste un effet de mode et dans 18 mois c'est fini? Ah non, d'abord 18 mois non, parce que regardez, ça a commencé en mars 2020 et nous sommes en septembre 2021, donc les 18 mois sont passés. Je pense que cette période-là a fait découvrir d'autres modes de cadre de vie, c'est incontestable. Mais en tout, et le logement évidemment en fait partie, la question sera comment, même question que pour les territoires détendus, comment les villes moyennes vont-elles s'adapter à ces nouvelles demandes de cadre de vie? Parce qu'il y a le besoin, il y a la demande et il y a les aspirations personnelles. Et ces aspirations personnelles font partie enfin, il y a des élus autour de cette table. Ça demande des équipements, ça demande des aménagements, ça demande des services, et tout ça, ça s'appelle aussi l'égalité républicaine. Peut-être que cette crise-là et ce mouvement-là nous font mettre le doigt sur, je ne veux pas employer des grands mots, etc., mais c'est sur cette absence d'égalité républicaine, pour ne pas parler de fracture. Mais quand même, on a une fracture dans la cohésion territoriale et dans la cohésion sociale en France. Je suis entièrement d'accord avec vous, Muriel Boulmier. C'est parce que, effectivement, s'il y a une mutation, elle doit s'accompagner. Et donc, le point de départ, c'est de savoir si on est en face de quelque chose qui est en train de changer, ou si finalement on est sur un épiphénomène. Et j'ai envie de me tourner vers Renaud Père, vous, à la vice-présidence de la métropole de Lyon. Comment est-ce que vous voyez les choses? La métropole de Lyon, c'est très grand, c'est quoi? C'est 59 communes, hein, il me semble. Et puis, vous avez des communes rurales qui ne sont pas très loin. Vous avez les Pierres Dorées, vous avez Belleville-sur-Saône. Je connais bien ce coin-là. Très bien. Non, mais il faut aussi ajouter un élément. C'est-à-dire que tout n'a pas commencé en mars 2020. Tout n'a pas commencé en mars 2020. Et on a aussi un phénomène qui est... Enfin, en tout cas, on a une interrogation. Est-ce que ce départ vers les périphéries des métropoles, et plus loin même, est voulu ou contraint? Et il ne faut quand même pas oublier qu'on a aussi une énorme contrainte, qui est le prix. Le coût quand même du logement dans nos grandes métropoles. Et la pénurie aussi de foncier. Et donc on a aussi cet élément, et je crois qu'on aura beau tous donner notre point de vue autour de cette table, d'une certaine manière, il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc à la fois sur la... C'est bien de dire de temps en temps, non, je ne sais pas. Après, quoi qu'il arrive, on a des questions auxquelles nous devons répondre dans nos grandes métropoles. Moi, je vous prends l'exemple de la métropole de Lyon. Vous l'avez dit, 59 communes, 1 500 000 habitants, et un enquistement du parc social. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais connue jusqu'alors.
où il y a 10 demandes de logement pour un logement social pour une seule satisfaite. Donc là, il faut répondre. On a beau se projeter sur ce sera quoi la métropole que nous appelons de nos voeux. Oui, il faut quand même arrêter le toujours plus. Il y a quand même un moment, il faut quand même se le dire aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même des territoires plus équilibrés. Ça, c'est évident. Donc il faut arrêter ce toujours plus. Mais en tout état de cause, il faut aussi répondre à la demande des classes populaires et des classes moyennes dans nos grandes métropoles. Et donc, il faut trouver les moyens de relancer le logement social, qui est bien souvent d'ailleurs la manière de relancer la construction. Bon, mais là, on est d'accord, hein, Renaud Père, mais vous ne me faites pas tellement avancer le schmilblick. Ah bon? Ah bon? Oui, mais attendez, vous dites, voilà, il faut construire. Où est-ce qu'on construit? Est-ce que vous allez arrêter de construire finalement en centre-ville en vous disant non, il vaut mieux mettre le paquet sur des communes au bout de la métropole ou... Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de là où on construit, mais il faut construire là où c'est possible encore. Donc il y a des zones qu'on peut encore densifier, et notamment autour parce que vous avez parlé des 59 communes, donc on a un territoire assez étendu, Ouais. autour des gares notamment, ça c'est un enjeu majeur. Alors nous on a une problématique quand même dans la métropole de Lyon, c'est qu'on appelle de nos voeux, et pas que la majorité qui a été installée en 2020, mais avant même on appelait de nos voeux un réseau express métropolitain, mais on a des arbitrages encore à obtenir de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc tout cela n'est pas... Tout ça étant la même couleur politique, ça va se passer sans problème. Tout cela n'est pas totalement fluide, mais peu importe. Et puis il faut aussi construire dans la ville centre ou dans le cœur de la métropole. Et là, il faut trouver les manières de reconstruire la ville sur elle-même. Mais ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire, où est-ce qu'on produit aujourd'hui du logement social et du logement abordable? Donc il y a, et je crois que c'est aussi un des thèmes dont on va discuter, c'est-à-dire la relation aussi des collectivités avec les bailleurs. Les bailleurs sociaux sont les premiers acteurs pour permettre de transformer cette ville. Et notamment l'enjeu de la réhabilitation et de la réhabilitation d'envergure. On va entendre les bailleurs, soyez-en sûrs. Mais d'abord, on continue ce petit tour des politiques. Olivier Klein, prenez votre casquette de maire de Clichy, Clichy-sous-Bois. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses? Bonjour à tous. Alors, pour le maire de Clichy-sous-Bois, d'abord, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de réponse absolue. La crise du Covid, les mouvements de population, des mouvements de gentrification, ce n'est pas quelque chose qui sont forcément récents. La question qui se pose à la fois au maire de Clichy, au président de l'ANRU, c'est d'abord qui a cette aspiration de sortir de la métropole, parce que le risque, c'est quand même que les plus fragiles, ceux qui d'une certaine manière sont assignés à résidence, le soient encore plus dans cette période. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place, justement, pour accompagner, en zone dense et ailleurs, la capacité à ceux qui vont rester, à rester dans de bonnes conditions? Moi, je l'ai vu comme maire de Clichy-sous-Bois sur la crise Covid, dans une ville où il y a eu un premier programme en rue qui est en cours et qui se passe bien, un autre dans lequel les choses vont commencer. La manière dont la crise a été vécue, subie, à la fois sanitaire, sociale, a été extrêmement différente. La population du plateau de Clichy-Montfermeil, dans des immeubles rénovés, avec peu ou prou des espaces extérieurs, une qualité résidentielle améliorée, ont mieux vécu la crise que les habitants du Chêne-Pointu, c'est une certitude. Alors, le Chêne-Pointu étant une énorme copropriété dégradée que malheureusement beaucoup de gens connaissent. Donc pour le maire, il y a cette obligation de regarder avec attention, parce que les phénomènes de paupérisation dans des villes comme Clichy-sous-Bois, mais d'autres, on les connaît, et cette aspiration à quitter nos territoires est un risque, et il faut aussi qu'on continue à rendre ces territoires extrêmement attractifs, parce que ces mouvements, ils touchent une population, mais d'autres vont rester, et en général, c'est les plus fragiles. Alors que l'objectif que l'on porte tous, c'est d'accompagner les plus fragiles. Moi, je suis un maire qui accompagne les politiques de renouvellement urbain en me disant d'abord la mixité du territoire, elle est faite des habitants de mon territoire et de ceux que j'ai envie de garder, et puis on verra plus tard ceux qui auront envie de venir. Donc voilà, à la fois le maire, le président de l'ANRU regarde ces questions-là, aussi avec, évidemment, comme ça a été dit, la question des équipements publics, parce que le parcours résidentiel, il n'est pas fait que de la qualité du logement qu'on va trouver, il est fait
de transport, il est fait de la qualité de l'école, etc. Et comment on accompagne. Et pour le président de l'ANRU, cette question-là se pose bien évidemment. L'ANRU intervient dans des grandes métropoles, mais aussi dans des territoires de taille extrêmement différente. Donc c'est un sujet qui est important, sur lequel il n'y a pas de réponse absolue aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faudrait pas que ces phénomènes de déplacement accentuent un certain nombre de phénomènes de fractures, voire de ségrégation des territoires les plus fragiles. Marc-Antoine Jamet, même question que aux autres élus. Même question, même réponse. Il se trouve que je suis assez souvent d'accord avec le président de l'ANRU et j'arrive à être également d'accord avec le maire de Clichy, qui est d'ailleurs un peu comme Dieu le Père, figure en plusieurs personnes à côté de nous, puisque c'est Olivier Klein dans tous les... Il manque le Saint-Esprit, mais bon, voilà, voilà. il est là autour de nous. Non, moi, il y a des choses qui me font sourire et qui le font sourire. La gentrification ne date pas d'hier et je trouve que c'est un débat qui se pose entre riches et nantis. J'ai cru m'apercevoir que contrairement aux sous-marins, il n'y avait pas de ballast dans la répartition des logements, la répartition démographique, l'aménagement du territoire. Ou alors, si c'est des sous-marins, c'est un sous-marin australien, il n'y a pas de contrat. Et je trouve notamment qu'il est drôle ce débat. Oui, il y a une attirance vers Bordeaux, moins vers Tourcoing. Oui, il y a une attirance vers Montpellier, un peu moins vers Chalon-sur-Champagne. Et donc, il y a des grands invariants. Première chose, oui, les zones qui, par leur transport, par leur cadre de vie, par leur proximité du littoral attirent, continuent d'attirer, et de manière un peu confuse, en métropole, en ville moyenne et en campagne. Deuxième chose, on voit également que les villes qui sortent de ce jeu-là, pour lequel il n'y a pas d'automatisme. Hein, ça me fait rire quand on dit on va aller en Corrèze. Les loyers de la Corrèze, c'est les salaires de la Corrèze et les services publics de la Corrèze. Et donc, à ce moment-là, il faut accepter un certain nombre de choses. Donc, je ne crois pas à ce grand rééquilibrage spontané, récent, qui durerait 18 mois, 36 mois. Pour moi, il n'existe pas. En revanche, il y a un certain nombre de villes qui sont en dehors de ce jeu, pour lequel les mécanismes automatiques ne jouent pas. Une ville comme la mienne, qui est la 14e plus pauvre de France et la plus pauvre de Normandie, je pourrais danser sur les toits qu'à aucun moment, en tant que ville moyenne, nous arriverons à faire revenir quelqu'un. Il faut des mécanismes non pas automatiques, non pas spontanés, non pas intuitifs. Il faut des mécanismes régulés, entraînés par l'État, entraînés par l'ANRU, et par exemple la possibilité de faire du logement locatif intermédiaire, et par exemple la possibilité de reconstruire du logement social sur le logement social. La ville, mais la ville sociale. Je ne suis composé à 93%, quand je deviens maire, que de logements sociaux. Si on me dit aujourd'hui, vous êtes en ZEP, vous êtes en QPV, eh ben vous n'allez pas reconstruire. J'ai beau faire des efforts et arriver à 53% de logements sociaux, ça veut dire que sur la moitié de la ville, je laisserai des friches, que je vais détruire la vacance des bailleurs sociaux qui vont être très contents, mais que du coup je n'aurai plus de fluidité, que donc exactement comme l'a dit Olivier Klein, moi le contrat, si on est monté sur le même bateau, le capitaine sur la dudette, il ne va pas dire aux passagers, vous descendez, vous n'êtes pas très beau, vous ne sentez pas très bon, j'ai plus envie de vous. Donc on va continuer tous ensemble. Mais si je n'ai plus de logement, si je n'ai plus de fluidité, s'il n'y a plus de vacances, eh bien je commence à chasser aujourd'hui un effet, le rare effet pervers de l'ANRU. Il n'a que des effets positifs. Mais je commence à chasser des habitants qui sont là depuis 40 ans, des gens qui sont à la retraite chez moi depuis 30 ans, des habitants que je connais, des familles à qui je dis, je n'ai plus, parce qu'on m'interdit de reconstruire, parce que je suis en zone B2 et que je ne peux pas faire venir non plus un certain nombre de gens, un certain nombre de gens promoteurs, je ne peux pas vous offrir du logement. Et quand on termine en disant que les intercommunalités à qui on a confié la délégation à la pierre et le soin de faire des PLU, vous avez parlé tout à l'heure de différences politiques, il se trouve que moi je suis dans les 32 dernières communes sur 36 000 du pays socialiste. Non, il y en a peut-être encore un peu plus, Olivier, mais pas beaucoup plus. Je suis dans une bonne intercommunalité normande, des maisons à colombage, des puits. Un de mes collègues, pas loin, m'avait dit « C'est dommage chez vous, pour une ville qui a été faite en 67, il vous manque une chapelle médiévale. » Oui, il me manquera toujours une chapelle médiévale. Je n'arriverai pas à la construire moi-même, sauf en volant des pierres dans le voisinage. J'ai la mauvaise réputation de la ville d'étrangers, ville de femmes seules, ville d'immigrés, ville de chômeurs, durera. Mais je ne peux pas faire autrement que de constater que l'intercommunalité, que je qualifierais assez rapidement de centre droit, a considéré que à moi les PLAI, à eux les plus et les PLS, et qu'un adage qui consisterait à dire construisons la pauvreté sur la pauvreté n'est pas mauvais. Donc je demande, je souhaiterais, j'espérerais, il y avait la ministre du Logement qui n'était pas loin, ministre de la Ville. Elle sera là demain. Hein, le président de l'ANRU, si le maire de Clichy lui parle à l'oreille, on a une petite chance. J'aimerais bien que des mécanismes d'exception
pour le B2 où on puisse faire venir du logement locatif intermédiaire, pour de la reconstruction quand on n'a que du logement social sur le logement social, interviennent. Donc il y a des mécanismes qui ne sont pas spontanés, que vous n'observerez pas dans 18 mois, mais que vous pouvez observer dans 18 minutes, pour peu qu'on les décide. Et c'est une décision de l'État, une décision des pouvoirs publics. Et par exemple, dans une commune comme la mienne, on les attend. Bon. J'aime bien votre intervention. Allez-y, attendez. Je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup et définitivement éclairci le débat pour nos bailleurs. Alors on va voir. Peut-être que je me trompe. Philippe Langrand, vous, comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses? En gros, où est-ce que vous dites que vous devez construire demain? Où est-ce que vous devez moins construire? Est-ce que vous avez une intuition? Une intuition, ce serait présomptueux de ma part de parler d'intuition. Je reviens à votre question, est-ce que c'est la fin des métropoles? Bon, beaucoup de géographes travaillent d'ailleurs là-dessus et certains disent d'ailleurs que le territoire national est devenu une vaste métropole. Donc on voit que les débats sont un peu sans fin sur ces questions. D'autant que ça arrive aux géographes de se tromper aussi. Hein. Exactement. En tout cas, pour ce qui concerne Action Logement, vous le savez, groupe paritaire, gouverné par employeurs et organisations de salariés, et qui met au cœur de ses politiques le lien entre logement, emploi et mobilité. Et je pense que quand on réfléchit emploi, logement, mobilité, on pourrait même y rajouter la formation, on est au cœur du problème, et des problèmes qui nous sont posés. Et je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent, mais j'aimerais ajouter deux ou trois choses. La première, c'est que au sein des territoires, il y a des hommes et des femmes. Et il y a des travailleurs et des salariés. Et le monde du travail est en train d'évoluer de façon extrêmement forte. Alors pour aller vite, parce que ce serait trop long, mais on voit quand même trois tiers de travailleurs. Il y a ce qu'on a appelé avec la crise les travailleurs clés, ceux qui sont en première ligne. Et on voit bien qu'il y a déjà un premier problème de logement pour ces travailleurs clés, et notamment dans les grandes métropoles. Ils sont de plus en plus éloignés des centres-villes, ils sont de plus en plus éloignés de leur travail et des centres d'activité. Ça, c'est une première réponse à apporter. On ne peut pas avoir des facteurs, des infirmiers, des instituteurs, que sais-je encore, des commerçants, des gens qui travaillent dans les services et qui se trouvent à, j'allais dire, presque des heures de leur travail. Donc ça, c'est une première réponse qu'il faut apporter à ces travailleurs. C'est un gros tiers. D'ailleurs, le gouvernement plaide en ce sens, quoi. Je l'espère en tout cas. On a un deuxième tiers dont on parle un peu moins, mais ce sont ceux qui vont voir leur métier évoluer. Je pense au métier de l'automobile, au métier de l'aéronautique, mais il y en a d'autres qui vont être soumis à des questions de mobilité. Donc il faut aussi qu'on réponde par le logement à la question de la mobilité pour ces travailleurs. Et puis il reste un petit tiers, dont on croit souvent d'ailleurs que c'est 100% des gens qui ont la possibilité d'être en télétravail. Et ce petit tiers, il faut imaginer qu'ils ne seront pas en télétravail à 100%. On est sur 1500 accords aujourd'hui télétravail. En gros, si ils se détachent, c'est 2 jours de télétravail par semaine. Donc, ces travailleurs, je ne pense pas qu'ils ne vont pas tous quitter leur lieu d'habitation pour se retrouver à X heures de leur emploi parce qu'ils vont avoir 2 jours de télétravail. Donc je pense qu'il faut bien intégrer ces questions. C'est pour ça que je reviens à la question de l'emploi et de logement, qui est le cœur vraiment de la réflexion de notre groupe d'Action Logement. Et l'autre point important, je pense que c'est de réfléchir au plus près du terrain, au plus près des territoires, donc à l'échelon régional, à l'échelon communal. Et c'est bien pour ça que notre groupe, bien sûr, il a une feuille de route nationale qui est contractualisée, vous parliez de l'État, qui est contractualisée avec l'État, et c'est ce à quoi on a travaillé d'ailleurs depuis 12 mois, une nouvelle contractualisation avec l'État sur un certain nombre de dispositifs. Ce qui est important ensuite, ce sont les élus locaux avec nos organisations paritaires sur le terrain, de façon à ce qu'ils trouvent les meilleures solutions selon le territoire concerné. Ça me paraît essentiel. Il faut quasiment faire du cousu humain, j'ai envie de dire, mais on voit bien que, je connais bien la situation de Clichy-Montfermeil, puisque j'habite à quelques kilomètres de là, on voit bien que la situation de ce territoire
n'est pas la même que celle qu'on peut retrouver dans le Finistère ou la même qu'on peut retrouver, puisque Montpellier a été cité à Montpellier. Donc, derrière un cadre général, il faut ensuite s'attacher à des spécificités territoriales. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à trouver les meilleurs résultats pour les travailleurs et les salariés, parce qu'au bout du compte, il faut qu'on réponde à la question des entreprises. Et on voit bien d'ailleurs que l'actualité montre aujourd'hui un bon nombre d'entreprises sont à la recherche de salariés. Je pourrais même citer par exemple la question des saisonniers, qui nous est posée de façon extrêmement forte aujourd'hui. Les entreprises ne trouvent pas de saisonniers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logement en adéquation. Bon. Donc on revient toujours à cette question d'emploi, logement, mobilité, auquel il faut qu'on essaie de répondre. Alors Action Logement n'a pas toutes les réponses. Il peut avoir une partie des réponses. Vous avez quelques leviers, quoi. Et on a des leviers. Voilà, on a des leviers qu'on essaie de mettre en œuvre pour répondre à toutes ces questions, qui sont des questions à la fois liées, qui ont été mises en exergue parfois par la crise sanitaire, mais on est en phase aussi aux révolutions numériques, aux révolutions du monde du travail, aux révolutions environnementales dont on n'a pas encore parlé, mais toutes ces révolutions, il faut qu'on se les coltine entre guillemets et qu'on essaie d'y trouver les meilleures solutions. On voit bien que ce n'est pas simple, mais je pense qu'une des meilleures manières d'y arriver, c'est que les différents acteurs puissent se mettre autour de la table et trouver au plus près des territoires les meilleures solutions. Frédéric Lavergne, en vous présentant, je disais que Erilia, c'était un bailleur très présent dans les zones tendues. Comment est-ce que vous voyez cette nouvelle organisation territoriale? En gros, est-ce que vous êtes inquiet? Inquiet, non. Moi, je pense que... Vous n'avez pas l'air, en tout cas. Non, pas du tout, parce que je vais essayer de ne pas paraphraser tout ce qui a été dit, puisque je suis complètement d'accord. D'abord, répondre à une question en 2021, en réaction finalement à une crise sanitaire. Moi, je pense qu'il faut un peu se placer dans le temps long et que finalement les métropoles d'aujourd'hui, c'est l'aménagement du territoire depuis l'après-guerre. Et c'est finalement que la conséquence d'une politique d'aménagement du territoire qui a été voulue ainsi. Et d'ailleurs, la politique du logement est elle-même une conséquence de cette politique d'aménagement du territoire. Donc nous intervenons en métropole et je ne peux que corroborer les propos des élus présents ici, puisque on voit bien que la demande aujourd'hui, elle est liée finalement à l'emploi d'abord, vous l'avez dit, sur toutes ces métropoles qui continuent d'attirer les principaux centres d'emploi. Et donc chacun de nous, en tant que citoyen, a plutôt envie de vivre près de son lieu de travail. Donc c'est un vrai enjeu pour répondre à cela. Et finalement, on est confronté, et là on rentre dans des sujets plus techniques et immobiliers, confronté à la rareté du foncier, à la ville sur la ville, etc., tout ce qui a été dit. Et nous, bailleurs sociaux, finalement, notre rôle dans cette métropolisation qui, à mon sens, va continuer, voilà, peut-être on sera plus... dans plusieurs dizaines d'années, ce ne sera plus le cas, mais enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, la demande est encore très forte sur les métropoles. Et l'épiphénomène qui consiste à vivre à 70 km de son lieu de travail, même si le télétravail va arriver, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doit être généralisé. Et finalement, nous, bailleurs sociaux, pour répondre à cela, je pense qu'on a plusieurs cartes à jouer. D'abord, tous les dispositifs qui existent. Vous avez évoqué le logement intermédiaire dans les métropoles, et nous en sommes un des acteurs. Mais il y a aussi notre capacité à être aménageur de territoire, et ce n'est pas assez souvent souligné. C'est souvent souligné d'ailleurs en milieu rural, puisque mon collègue sans doute fera peut-être un sujet là-dessus, sur le fait que le bailleur social local est souvent en milieu rural celui qui fait un peu tout, si je puis dire. C'est moins notre cas dans les métropoles, et je pense que c'est dommage, parce que nous pourrions, en lien avec nos collectivités, être en amont des opérations et finalement ne pas subir ce qui se passe aujourd'hui. Erilia, c'est 65% de sa production en VFA auprès de promoteurs. Je pense que ça a déjà été évoqué dans d'autres tables rondes. Et aujourd'hui, on a une dépendance finalement au marché de l'immobilier privé à travers ces ventes en l'état futur d'achèvement, qui fait que finalement, on intervient en bout de chaîne. Et je pense qu'il serait intéressant de se replacer au début de la chaîne de l'aménagement, de l'urbanisme de ces métropoles-là, avec les élus en charge de ces politiques, pour démontrer notre rôle d'aménageur et ainsi construire du logement abordable pour le plus grand nombre, et notamment, vous l'avez évoqué, pour tous les travailleurs clés qu'on a tous applaudis pendant la crise et qui, eux, vivent très loin souvent de leur lieu de travail, dans des immeubles construits en périphérie. Jean-Denis Mège. Alors vous, voilà, c'est l'inverse, vous êtes dans l'Aisne en territoire détendu. Vous voyez un frémissement de la demande ou pas du tout? Alors je vais vous donner des nouvelles de l'autre France.
Non, on a un petit frémissement, c'est-à-dire qu'on va voir effectivement dans quelques villes-centres aujourd'hui l'immobilier attractif, les maisons sympas, elles sont achetées par des cadres de métropole, essentiellement parisiens, qui viennent s'y installer pour y faire un peu de télétravail et trouver une qualité de vie. Ça ne va pas plus loin. On a un petit peu sur le sud du département, puisqu'on va de Château-Thierry, qui va être à 25 minutes de Marne-la-Vallée, puis au nord, on est en Belgique, en frontière belge. C'est un département assez étendu, avec un nord très pauvre, un sud qui bénéficie un tout petit peu plus de dynamique liée à sa proximité à l'Île-de-France et à Reims. Et là, on peut voir un petit peu des gens qui viennent habiter un peu loin, des travailleurs qui font du pendulaire. Et après, on a l'effet de gentrification, puisqu'on a fait une analyse sociale des populations qui sont dans les espaces extrêmement détendus. Et beaucoup étaient issus tout à l'origine de territoires tendus. Et puis, voilà, ils sont partis de plus en plus loin. Ils échouent ici. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a 13 500 logements. On a 50% des locataires qui sont seuls. On a 60% de gens qui sont au RSA ou au minimum vieillesse. Le revenu médian est de 940 €. Seulement 20% des locataires sont actifs. Et donc, on a vraiment un enjeu assez important. Sur le patrimoine, on n'a pratiquement pas de type 1 et type 2. La surface moyenne des logements est de 70 mètres carrés. Ce qui génère, vous en doutez bien, avec les surfaces à chauffer, des taux de précarité énergétique qui sont colossaux. Bien évidemment, la bonne idée de dire, tiens, il y a une décroissance de population, vous allez nous transformer vos types 4 au 3e étage d'un parallélépipède, puisqu'on a essentiellement du patrimoine des années 70, les petits R+4 en parallélépipède, et vous allez les transformer en type 2 au 4e étage sans ascenseur pour les personnes âgées. Bon, ça ne marche pas. Déjà, on a le coût de la réhabilitation, si vous ratez le coût de la transformation. Donc ça, c'est vraiment l'idée à oublier. Économiquement, ça ne marche pas. Et donc, on a une stratégie patrimoniale qui consiste à identifier le patrimoine aujourd'hui qui va encore durer 40 ans pour pouvoir le réhabiliter en transition environnementale sur de la réhabilitation BBC pour les ramener dans les bonnes étiquettes thermiques. On va être obligé de déconstruire une partie du patrimoine qui est obsolète. Et on a un enjeu, et je le dis, on a un enjeu très important de construction neuve. Il faut vraiment qu'on aménage ces territoires. Il faut qu'on fasse des logements pour les seniors, des petites typologies. Et c'est ce qu'on fait dans les bourgs. C'est-à-dire qu'on va déconstruire la petite barre des années 70 où on ne va pas mettre 50 000 € le logement, sachant qu'en plus il y a de la vacance. Et ensuite, on va reprendre la gendarmerie, plus au centre-ville, à côté de la pharmacie, parce que le petit bourg a son économie. On va la réhabiliter, on va la moderniser, on pourra y faire même du logement un peu pour jeunes actifs, parce qu'il y a quand même quelques entreprises qui ont besoin de petites typologies. Dans l'arrière-cour, on va construire des pavillons seniors. Et là, on va livrer, par exemple, 44 logements à Chauny, on a 320 demandes. On a livré une vingtaine de logements en tirage, on avait 150 demandes. Il y a une énorme tension là-dessus. Et ce faisant, on réaménage ces territoires et puis on vient donner. Et là, on a toute une stratégie. Et il serait intéressant qu'on puisse développer justement comment le bailleur, ce fameux bailleur Providence, puisqu'on est le seul opérateur, peut mettre en place cette dynamique et régénérer de l'attractivité sur ces territoires. Sur les villes, ça ressemble un petit peu à ça, sur Lens, Soissons. Simplement, on a en plus les dispositifs Action Cœur de Ville, et je salue ceux qui les ont mis en place. Je salue Action Logement qui nous amène vraiment des moyens colossaux. C'est voilà, des gens qui s'occupent des territoires détendus, très nettement. La CDC également. Et là, on a des vraies dynamiques qui sont en train de s'engager. Toutes les premières opérations sont les bailleurs qui les font, mais on modernise massivement. Quand on va traiter nos réhabilitations, on va refaire 30% de l'an, donc c'est l'occasion aussi de relooker la ville. On a les actions cœur de ville avec des dispositifs financiers qui nous permettent de faire des choses significatives. On a des politiques locales avec des élus locaux qui sont très très déterminés, qui sont maintenant aussi en train de se saisir des dispositifs Petites Villes de demain. Là, j'ai parlé des dispositifs Action Cœur de Ville. Et cette modernisation se sent. Et je pense qu'aujourd'hui, le frémissement qu'on a sur notre territoire dans l'Aisne, où on constate des arrivées d'entreprises, à Saint-Quentin... Il y a une montée des prix de l'immobilier, pour info? Non, pas encore. Non, on n'en est pas encore là.
Mais peut-être sur les maisons un peu sympas, ça va venir. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'a pas de marché d'accession tendue. On a un dispositif qui s'appelle Ma Maison dans l'Aisne qui nous permet de faire de l'accession aidée et accéder certaines personnes. Mais c'est assez marginal. Hein. C'est pas massif, mais c'est quand même Soyez significatif. pas modeste comme ça. C'est les chiffres qui parlent. Et du coup, cette dynamique sur les actions cœur de ville, etc., ça ramène de l'attractivité. Et j'ai la perception qu'il y a des entreprises qui reviennent s'installer et qu'on peut avoir une régénérescence de l'emploi sur ces villes-là. Donc vous allez faire revenir du monde. Enfin, vous allez faire venir du monde. C'est d'abord faire venir des entreprises en requalifiant la ville, en la redynamisant, en la réenjolivant. Voilà. Et les maires travaillent là-dessus et nous sommes les opérateurs. Parce que les autres me disent rien ne change. Vous savez, c'est comme dans le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Mais vous êtes en train de me dire quand même que vous voyez des entreprises qui reviennent, que ça pourrait être le début de quelque chose. Ben si je prends la ville de Laon, on est en train de requalifier l'ancien site du Crédit Agricole. On fait un espace pour un cinéma. On refait le centre d'affaires. Oui, le bailleur social, Providence. On fait des logements pour jeunes actifs. On fait des logements pour les seniors. On réhabilite toute l'entrée de ville et tout le patrimoine en QPV qu'on ne déconstruit pas, parce qu'une partie qui est déconstruite. On amène du logement senior. Ça relook la ville. Quelqu'un passe à Laon et se dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est dynamique. En plus, on génère des filières locales en développant des filières en biosourcées. Voilà, on fait tout un travail comme ça. On rentre dans ces dispositifs avec les leviers financiers qui nous sont amenés par nos partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Dans le cas de projet, les villes deviennent de plus en plus compétentes. On rentre dans des logiques de contractualisation. On a des dispositifs, mais qui sont un petit peu de court terme financiers qui nous aident à le faire. Et forcément, ces marqueurs attirent. Et ces marqueurs amènent des entreprises qui peut-être commencent à se désintéresser des métropoles par rapport aux difficultés. Voilà. Mais il faut passer par cette modernisation des villes. Et cette dynamique, on l'aperçoit. Et là, vous vous rendez compte le rôle du bailleur. Et c'est pour ça que ces bailleurs, aujourd'hui, doivent faire l'objet d'un traitement spécifique, d'un modèle économique durable, pas sur quelques coûts de financement actuellement, mais d'une vraie vision avec un vrai modèle économique, en préservant aussi leur gouvernance par les politiques locales, ces gouvernances de proximité, et on essaie de vraiment bien aligner toutes ces interventions. Voilà comment on pose à l'Opale l'enjeu de ce territoire. Isabelle Roudil, comment vous voyez les choses? Je les vois en grand. Moi, je les vois, je vais peut-être vous apporter 2 points particuliers. Ce que je retiens dans ce qui est dit, c'est qu'en fait, chaque territoire est un territoire particulier et qu'on ne peut pas avoir une solution pour tout le monde, la même solution pour tout le monde. Alors, nous, à Axanis, coopérative, pour répondre à cette question, je peux vous apporter 2 façons de faire, enfin 2 de nos réponses. La première, ça a été une réponse organisationnelle. C'est-à-dire qu'on a rejoint un cluster qui a été créé, un cluster de l'habitat social qui a été créé par un office public de l'habitat Aquitanis et une ESH, Mesolia, qui est une entreprise absolument... Alors c'est une coopérative, donc déjà moi en tant que coopérative, j'étais attirée naturellement pour rejoindre, mais ensuite c'est une coopérative très particulière parce que l'ensemble des organismes HLM qui le souhaitent dans la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie peuvent le rejoindre. Et notre objectif, c'est de pouvoir, chacun chez soi, être encore meilleur grâce aux autres. C'est-à-dire que chacun met au service de ce cluster l'ensemble de ses savoir-faire et de ses compétences. Et quand on est dans un endroit particulier, avec une demande particulière d'un maire, d'un élu, et qu'on n'a pas les compétences en interne, on peut aller chercher dans ce cluster cette compétence. C'est une façon, ce qui me plaît beaucoup dans cette mode d'organisation, c'est que c'est vraiment le modèle coopératif, c'est-à-dire à la fois ancré localement, chacun est bien ancré chez soi, c'est pas de la fusion, mais à la fois très ouvert sur les autres. Et ça, c'est une proposition que nous on fait et que qui à mon avis répond extrêmement bien à la diversité des territoires, comme on peut l'entendre jusqu'ici. La deuxième façon, peut-être, de répondre quand on est une coopérative HLM, nous, on n'est que dans l'accession sociale à la propriété. Donc, nous, en fait, on construit. Alors, quand vous nous dites les petites villes, on est sollicité par des maires sur des petites villes. Mais moi, je peux construire, comme je construis neuf, et que je construis beau, et que je construis en qualité, eh bien, je construis cher, d'une certaine façon.
et par rapport à ce que l'ancien vend. Et donc là, l'équation aujourd'hui n'y est pas, si c'est ma question, si c'est votre question. Aujourd'hui, dans les petites villes, dans lesquelles il n'y a pas un bassin de vie suffisamment dynamique, l'équation n'y est pas pour nos coopératives HLM. Il ne s'agit pas de... on ne peut pas construire dans le neuf avec les prix de construction tels qu'ils sont. Ensuite, nous essayons quand même de répondre d'une certaine façon à votre question. Si je reprends la métropole bordelaise, nous sommes au cœur du travail que fait Aquitanis, qui est notre grande sœur et qui est un excellent aménageur, à Biganos. Biganos, c'est autour du bassin d'Arcachon. Ce n'est pas la ville la plus cotée du bassin, mais c'est une ville dynamique avec un maire extraordinaire qui, depuis 2015, a décidé de faire une ZAC, que Aquitanis est en charge d'aménagement, qui doit renouer avec l'identité locale. L'identité locale de Biganos, c'est l'eau, la terre et le bois. Et nous, alors ce qui fait partie des principes de la ZAC, mais dans lequel nous on s'inscrit, moi je vais construire un immeuble de 34 logements, façade en terre crue, sans enduit, sans isolant, avec une modularité des logements. C'est une expérience nouvelle qu'on n'a jamais faite, mais qui va permettre à des Bordelais en particulier, porte à porte, on est à 30 minutes en train. Donc aujourd'hui, pour les congressistes qui nous écoutent, vous avez vu que ce n'est pas toujours simple de se déplacer dans la métropole et qu'on peut facilement mettre plus de 30 minutes pour aller d'un endroit à un autre. Là, de la gare de Biganos au cœur de Bordeaux, c'est-à-dire à la gare Saint-Jean, 30 minutes. Donc là, c'est une façon de répondre à ce que vous dites, c'est-à-dire que Biganos, ce n'est pas dans la métropole, mais ça, parce que nous, on pense qu'on aura des gens de la métropole qui vont venir acheter, parce que on a les services, il y a les emplois qui vont pouvoir, les gens peuvent travailler sur Bordeaux, sur la métropole, et puis on a une proposition d'une qualité environnementale hors norme. Et ça peut attirer. Il faut que... Les planètes sont alignées, quoi. Voilà. Alors revenez dans un an, on vous dira quand on aura tout vendu, et on pourra vous faire visiter. Mais honnêtement, moi je trouve que les planètes sont alignées. En tout cas, vous les vendez bien. Hein. Merci. Bon. C'est mon métier. Marc-Antoine Jamège, vous voyez envie de réagir? J'aurais envie que le logement social bordelais vienne s'implanter à Val-de-Reuil, mais je ne pourrais même pas l'accueillir, puisque, une fois encore, on est face à des blocages. Je voudrais en décrire un de manière très précise. J'ai dit qu'on avait 93% de logements sociaux, ce qui nous met un tout petit peu au-dessus de la loi SRU. On est arrivé à 53%, mais quand on regarde la vérité... Vous avez vu que le Premier ministre a dit que ça allait être plafonné à 40%. Hein. Si on regarde la réalité, le cœur de ville, c'est une dalle avec des immeubles de hauteur, des parkings souterrains. On connaît cette typologie qui est utopique des années 80. Moi, je la défends encore parce que c'est un mouvement architectural, mais elle est dure à vivre. Et à cet endroit-là, on a beau être à 53% dans la ville, on est encore à 100% de logements sociaux. C'est là où l'ANRU dit avec justesse, si on les refait, on les fera au petit pinceau et à la feuille d'or. Donc autant les oublier, autant les déconstruire. Mais quand vous n'avez plus le droit de reconstruire du social sur le social en centre-ville, et que néanmoins vous devez détruire 700 logements, et c'est tant mieux sur à peu près 7500 contre ma commune, c'est-à-dire 8%, mais en fait, tous concentrés dans le centre-ville, donc en fait, ça peut être jusqu'à 25% de certaines rues, et que vous n'avez pas le droit de faire du logement social, la fable, l'utopie que de Kaufman and Broad arrivera demain, voire même d'autres encore, c'est une plaisanterie. Donc qu'est-ce qu'on est en train de construire? On construit des friches dont je n'arrive pas à me sortir. C'est-à-dire qu'on avait, avant l'ANRU, des immeubles qui en moyenne posaient tout ce problème. Maintenant, on en a des remarquablement refaits. L'ANRU est indispensable, ce travail est formidable. Et quand vous avez dit que les bailleurs sociaux ne seraient pas tout à fait d'accord, je travaille avec le groupe 3F, avec IBS, et je pense qu'ils partagent assez ma vue. Mais tant qu'on n'aura pas fait... Alors, les phrases qui ont été dites à droite de la tribune, haute couture, sur mesure, exception. J'ai vu la ministre du Logement et de la Ville qui signait avec Emmanuel Cos il n'y a pas très longtemps un parapheur. J'ai cru comprendre que son cabinet ne voulait pas entendre d'exception, de particularité, de singularité. Vous vous rendez compte, si on faisait une exception pour Val-de-Reuil, 53% de logements sociaux, il y a machin 52% qui arriverait, puis bidule 51%, ce serait la fin de tout. Donc c'est très bien, si cette tribune est pour qu'il y ait des exceptions du sur-mesure, de la qualité et de la haute couture,
ça serait formidable que ce soit entendu par les pouvoirs publics, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc moi, je construis à la fois, je rénove de l'immeuble qui devient neuf, et à côté, je mets de la friche. Deuxième blocage, je suis la commune et la pointe de diamant du 11e département industriel de France, informatique, défense, santé, intelligence artificielle. La plupart des gens qui logent à Val-de-Reuil sont plutôt des gens qui sont à la logistique, à la sécurité, au nettoyage et à la livraison. Les ingénieurs généraux de l'armement, les biologistes de Sanofi, les petites merveilles de la data, du code et du computer ne viennent pas obligatoirement habiter chez moi. Si en même temps, par un PLU, je l'ai évoqué, on m'empêche, ou alors vraiment à l'extrême périphérie, il faut vraiment que je leur dise, vous savez, chez moi, il y a une petite ville à Colombage qui s'appelle Vaudreuil. Toutes les agences immobilières, elles vendent Val-de-Reuil en disant quasi Vaudreuil, à la proximité du Vaudreuil. Ces trucs qu'on adore, on ne peut même pas prononcer le nom de la ville, tellement elle ferait peur aux classes moyennes. Si par des mécanismes qui ne peuvent pas être, une fois encore, des mécanismes spontanés, sui generis comme ça, non, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire si l'État, si les agences qui sont en charge de cela ne prennent pas deux décisions importantes, la première décision, oui, plutôt que de faire des friches, ce qui est absurde, ce qui est complètement con, on ferait mieux de faire des immeubles neufs, c'est-à-dire de reconstruire. Mieux vaut ne pas laisser du social dégradé, mais qu'on n'a pas pu détruire, parce que le bailleur n'a même pas assez d'argent pour déconstruire, ce qui fait que ça fait des ghettos. Donc ghetto, friche, immeubles rénovés, ça n'a pas de sens. Donc, il faut que tous les QPV puissent avoir la possibilité d'être classés en B2, dans B1, pardon, de telle manière qu'ils puissent faire venir du logement intermédiaire. Moi, je ne peux pas, j'en ai besoin. Et deux, à un moment, quand on est à 100% de logements sociaux dans le centre de ville qui ont QPV, dire on ne reconstruira pas du logement social sur le logement social, c'est prendre le pari que quelqu'un qui serait formidable, ce serait Saint-Kaufmann et Saint-Broad, qui ne sont pas encore dans les évangiles mais qui mériteraient d'y être, dirait je vais mettre une petite résidence coquette au milieu de la dalle, des parkings souterrains et des immeubles de hauteur. Ça n'arrivera pas spontanément, ça se construit, ça demande 10 ans, 20 ans, 30 ans, et l'effet d'entraînement du logement social sur le logement libre est formidable. Moi j'ai été sauvé par l'ORU de Barcelone, par l'ANRU de Borloo, et par le deuxième ANRU qu'on appellera par une passerelle audacieuse Hollande-Macron. Audacieux ça quand même. Et donc voilà. Donc si cette ANRU-là ne me donne pas la voie, ne me donne pas les moyens, le reste ne suivra pas. Donc il faut des mécanismes obligatoires. Bon, alors comment est-ce qu'on peut faire sauter, vous avez le droit d'applaudir si vous voulez, allez-y. Comment est-ce qu'on peut faire sauter ces blocages? Vous êtes nombreux à vouloir prendre la parole. D'abord Olivier Klein, et puis Philippe Langrand, et puis Renaud Père. Je ne vais pas répondre directement à Marc-Antoine. Il y a des sujets évidemment de particularisme. Et l'ANRU essaye d'inventer de l'agilité. On peut probablement encore progresser. C'est des objectifs qu'on partage. Ce qui est marrant, c'est ce qu'il raconte. Ça rappelle un peu l'histoire de Clichy-sous-Bois quand même. Oui. Mais oui, nos territoires se ressemblent et sont aussi différents. Moi, à Clichy, on vend des pavillons et des petits promoteurs viennent sur des dents creuses en vendant, en disant proche du Rincy. Donc, j'ai à peu près les mêmes phénomènes. Et en même temps, avec l'arrivée notamment de la gare du Grand Paris, en tout cas la perspective de l'arrivée de la gare du Grand Paris. Et le tram. Et le tram, les rapports que l'on entretient avec les promoteurs sont extrêmement différents qu'ils pouvaient l'être il y a 15 ans. Moi, ce qui me paraît important par rapport à notre sujet, et pour les quartiers en rue, c'est notre obligation à continuer à aller plus vite. Aujourd'hui, plus de 400 programmes en rue sur les 450 ont été validés. Mais la validation d'un programme en rue, ça ne veut pas dire, même si il doit y avoir 1000 chantiers aujourd'hui, ce qui est colossal au regard des objectifs qui sont les nôtres. Mais pour que les phénomènes de ségrégation et de parcours résidentiel utiles à tous, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dit sur l'attractivité des zones détendues ne peut pas être mis en décalage de la réalité des territoires des plus fragiles, comme Val-de-Reuil ou ailleurs, dans lequel il y a des gens qui sont là durablement, et quoi qu'on fasse, quelles que soient les crises que l'on connaisse, et la crise Covid en est une, ils vont rester. Et donc, c'est notre obligation collective à faire que les maires, les métropoles, les territoires, les EPCI, enfin, que chacun prenne ses responsabilités à bras-le-corps et démarre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui rend les choses insupportables pour les habitants des quartiers populaires notamment, et pour ceux qui vivent dans la périphérie de ces quartiers et qui les regardent et qui attendent, c'est notre capacité à faire que le changement soit visible.
le changement en termes de qualité du logement, le changement en termes de transport, le changement en termes de sécurité, parce que c'est un problème que l'on vit tous. Moi, je racontais tout à l'heure à Marc-Antoine qui a vécu quelques semaines difficiles, que un des programmes de mixité qui est arrivé devant la gare du Grand Paris par un promoteur important, et c'était le premier qui revenait à Clichy depuis plus de 50 ans aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à régler un certain nombre de problèmes de tranquillité et de sécurité. Les populations qui sont venues là relativement loin, qui ont acheté, commencent à mettre en vente leur appartement, ce qui est un échec majeur de nos programmes. Et ça, c'est extrêmement important qu'on arrive à collectivement régler ces problèmes-là. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est des villes qui sont encore en chantier, même si les programmes avancent. Et quand il y a chantier, il y a des zones incertaines, il y a de l'urbanisme transitoire à gérer, il y a de la tranquillité publique à gérer. Donc moi ce que je veux dire, c'est que quels que soient les phénomènes post-Covid ou gentrification ou volonté de retourner vers des territoires moins denses d'un certain nombre de nos populations, ça rend l'urgence des quartiers les plus fragiles encore plus grande. Et il ne faudrait pas se dire embrassons-nous, tout va bien, parce qu'il y a des populations qui cherchent à quitter les cœurs de ville. Au contraire, moi je pense que ces populations qui cherchent à quitter le cœur de ville est une source d'inquiétude, en tout cas pour moi, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, de construire le parcours résidentiel des uns et des autres et d'essayer d'être attractif. Mais ça oblige aussi, effectivement, à respecter la loi SRU et la respecter telle qu'elle existe aujourd'hui et pas à l'échelle de l'EPCI ou de l'EPT, comme je l'entends dire parfois, parce que c'est trop facile, hein, quand on est, par exemple, dans le territoire de Grand Paris, Grand Est, à 14, qu'il y a un certain nombre de villes qui sont toujours carencées et que quand ils font les calculs, ils se rendent compte que grâce à Clichy, à Montfermeil, eh ben, on rentre dans la loi SRU et que finalement, on ne nous aimait pas forcément beaucoup avant, mais maintenant on nous adore parce que grâce à nous, si on calculait autrement la loi SRU, on pourrait faire autrement. Non, il faut continuer à construire du logement social et tous les types de logements sociaux. Marc-Antoine l'a très bien dit. On ne peut pas se rassurer en faisant que du PLS dans un certain nombre d'endroits et du PLAI ailleurs. Philippe Langrand. Oui, une fois qu'on a fait tous ces constats, globalement qu'on partage d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire les uns les autres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, moi je me situe au niveau d'Action Logement, mais je voudrais rappeler quand même un certain nombre de choses. D'abord, il faut construire. Moi je pense que tout le monde l'a dit. Aujourd'hui, il y a un besoin Ça revient énorme de construction. Pour ce qui concerne Action Logement, on est dans le plan 250 000 qui a été lancé en début d'année, et je pense qu'on respectera d'ailleurs nos engagements en la matière. Au-delà de ça, moi je vois trois sujets majeurs. Si on se questionne sur les territoires et comment revitaliser ces territoires. Il y a des choses d'ailleurs qui ont déjà été dites, mais du coup j'ai entendu des choses, ça me permet de rebondir. D'abord, s'engager dans le renouvellement urbain. Ça, je pense que c'est incontournable. Ce sont les programmes en rue qui ont été développés, sur lesquels je ne reviens pas, mais il y a un investissement très fort d'Action Logement, et c'est une très bonne chose qu'Action Logement puisse s'investir dans ces dispositifs au travers de prêts. Je rappelle quand même que c'est 1,4 milliard qui ont été réinvestis dans le dernier accord qui date de ce premier semestre de cette année. Et ce qui me paraît important, outre l'argent qu'on peut y mettre, c'est deux choses, dont une qui n'a pas été dite, donc j'en profite pour le dire, c'est de participer pleinement à la mixité sociale. Mais ça a été un peu rappelé à l'instant par Olivier, parce que il faut vraiment qu'on ait un mélange des populations dans ces parce que vous avez le sentiment que les évolutions qu'on sent tout de même poindre, elles vont battre en brèche cette mixité sociale? Je ne dirais pas ça, mais en tout cas, il faut qu'on réponde à la question. Il faut qu'on apporte une réponse positive. Il faut que la mixité sociale, elle existe. Voilà. Je ne peux pas dire si demain il y en aura moins en plus, mais notre objectif c'est qu'il y en ait plus, voilà, qu'il y ait de la mixité sociale dans ces quartiers. D'où les contreparties que demande Action Logement, mais on ne les demande pas pour se faire plaisir, on les demande pour répondre à la mixité sociale, qui est la présence de salariés, de travailleurs dans ces quartiers. Et ça répond à ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire qu'il faut que dans ces quartiers on trouve des actifs, des jeunes actifs, des retraités, enfin des populations différentes. Le deuxième point, mais ça a été souligné, c'est le programme Action Cœur de Ville. J'aimerais dire qu'il y a 222 villes, donc c'est quand même considérable. Il y a 222 villes aujourd'hui qui sont rentrées dans ce dispositif. Je pense que si on fait une petite enquête auprès de ces 222 villes, les satisfactions sont quand même très importantes.
Parce que là aussi, si on veut faire revivre un territoire, une ville, ça passe par refaire vivre le centre-ville. Alors bien sûr, il y a le lien emploi qui est toujours là, hein. Ça a été souligné par moi-même et par d'autres. Et là encore, Action Logement a mis, je crois, 1,8 milliard, soit sous forme de prêt, soit sous forme de subvention sur ce dispositif, qui est amené à perdurer, à évoluer. Donc, j'en parlerai pas parce que c'est trop tôt, mais il y a des discussions et des négociations en cours, mais c'est un dispositif aussi très important. Le troisième sujet qui me paraît important, c'est l'habitat ancien ou l'habitat qui ne correspond plus aux besoins actuels. Alors dedans, j'y mets l'habitat indigne, j'y mets la question de la rénovation énergétique, je peux y mettre aussi la transformation de bureaux en logement. Donc ça, c'est un troisième package sur lequel aussi il faut qu'on travaille, il faut qu'on apporte des solutions, parce que ça fait aussi partie de la revitalisation d'un territoire. Et puis il faut aussi qu'on soit innovant, puisqu'on a parlé de mobilité, de transport, etc., dans la plupart des métropoles. Eh bien, il y a aussi la question des espaces de coworking. Il faut aussi qu'on apporte des réponses sur ce type de sujet. Vous voyez que c'est un peu différent, annexe du renouvellement urbain, mais je pense que toutes ces questions, il faut qu'on se les coltine, j'ai envie de dire. Et si on a des travailleurs en Seine-et-Marne qui peuvent bénéficier d'un espace de coworking pour éviter de faire X heures de transport pour rejoindre le centre de Paris, pourquoi pas? Donc tout ça se regarde. Et sur le télétravail, sur le télétravail, vous allez concevoir des logements avec une pièce en plus pour un bureau? Bah ça, alors ça, c'est pas forcément Action Logement de répondre en direct, de répondre à toutes ces questions. Mais là, vous soulignez une autre demande, vous soulignez un autre souci, une autre question qui n'a pas d'ailleurs été abordée jusqu'à présent, mais c'est la taille des logements, mais aussi la qualité des logements, qui est quand même une donnée nouvelle. Et un autre point aussi qui n'a pas été souligné, mais qui est très important dans notre débat, c'est l'importance des familles monoparentales dans la question du logement. Donc ça aussi, il faut aussi qu'on apporte des réponses à ce sujet. Mais encore une fois, là, ce n'est pas au niveau d'Action Logement Groupe qu'on va répondre à ces questions, c'est du domaine, encore une fois, de partage entre les élus locaux, les bailleurs, les représentants divers et variés, et notamment nos responsables des comités régionaux d'Action Logement, qui sont à même, avec les autres acteurs, de débattre de ces questions. Alors, Olivier Klein fait un petit signe, mais Renaud Père attend depuis longtemps, alors allez-y, Renaud Père. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on risque de tourner en rond. Parce que on peut être que d'accord, il faut construire. Moi, je le dis d'autant plus que dans notre métropole, on vient de fixer des objectifs extrêmement ambitieux en matière de construction, de production de logements sociaux dans tous les quartiers. Oui, il faut du PLAI de partout. Oui, il faut quand même avoir un dialogue un peu fort avec des communes qui refusent aujourd'hui quand même de délivrer des permis. Il faut quand même le dire aussi qu'on a quand même cette difficulté et que d'ailleurs ça touche plein de couleurs politiques. Je le dis aussi quand même parce que le traitement un peu trop politisé de ce refus de densification, je trouve qu'on fait fausse route. Mais là-dessus, on est d'accord. Oui, bien sûr, il faut réinvestir, en tout cas, il faut s'engager fortement dans le renouvellement urbain. Mais peut-être que le terme de renouvellement urbain est en train de changer. Peut-être quand même qu'il faut se dire qu'on est dans un changement de modèle et que... C'est-à-dire ? On n'est pas tous alignés, parce qu'il y a quand même la question, je crois que ça a été dit, qui est cette question de la réhabilitation et de la réhabilitation d'envergure. Moi, comment je fais ? Je suis vice-président d'une métropole où on a énormément de quartiers en rue et où on a des bailleurs qui sont confrontés, qui sont engagés dans plusieurs quartiers en rue, qui n'arrivent pas concrètement à faire face à cette démolition, aux tout-démolitions, allez, j'y vais, et qui donc concrètement doivent proposer autre chose. Et on doit être là. Parce qu'il faut quand même le dire à un moment. On a quand même bâti un programme qui était quand même centré sur la démolition, qui présente quand même un coût économique sur le temps long, un coût écologique évident, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments, qu'on a des immeubles qui vont avoir une durée de vie de 30 ans, ça quand même c'est de nature à nous poser problème, et puis qu'il y a un coût social, parce que quand même la plupart des personnes, même bien sûr, je serai le premier à le dire, bien sûr qu'on va faire les enquêtes et qu'on montrera que quand même il y a 80% 18 mois après qui sont contents d'être relogés. Enfin, on a tous assister quand même à des réunions publiques de relogement, c'est un drame. C'est un drame, il faut quand même le dire. Et pour autant, il faut améliorer le sort des habitants et des habitantes des quartiers populaires. Et donc, il faut quand même
qu'on arrive, à dialoguer, État, agence, collectivité, en montrant d'abord que l'acte de réhabilitation ou de transformation produit des richesses, parce qu'il faut le dire, et qu'il faut le montrer, qu'il y a la nécessité de créer des filières de réhabilitation dans notre pays, et que là, il faut qu'on avance fortement, d'accord ? Mais qu'il faut aussi qu'on arrive à financer un peu plus fortement quand même de la réhab d'envergure. Et au passage, peut-être qu'il faut aussi se poser la question des contreparties, j'y vais, hein, mais parce que peut-être qu'aussi il faut qu'on arrive à imaginer aussi la mixité sociale à l'échelle de l'immeuble. Qu'on commence à avancer sur cette idée que la contrepartie, c'est pas simplement construire devant, il faut le faire, je le redis. Construire à côté, construire à quelques mètres, à quelques kilomètres, mais c'est aussi dans l'immeuble qu'il faut qu'on arrive à produire cela. C'est peut-être ça quand même le modèle qu'il faut qu'on arrive à trouver, parce que on se heurte quand même les uns les autres sur nos terrains à cette question. Et pourtant, je pense qu'on partage tous le même diagnostic et la même volonté quand même d'améliorer le sort des habitants et habitantes des quartiers populaires. Mais quand vous avez ce type de discours, comment vous êtes reçu par les bailleurs de votre région? Mais très bien par les bailleurs. D'ailleurs, moi, j'avais préparé mes notes, je pensais que j'allais parler de ça. Donc, je suis désolé pour les bailleurs parce que tout se passe très bien de ce côté-là. Il n'y a aucun problème. Ouais, on n'est pas à ce niveau-là. Non, c'est comment on arrive à le financer. Et probablement qu'il faut qu'on passe à un nouvel âge du renouvellement urbain. C'est bien dommage que le Premier ministre ne soit pas resté pour cette table ronde. Olivier Klein, vous vouliez réagir? Et puis, moi, j'ai envie de vous entendre sur cette nouvelle rénovation urbaine qu'appelle de ses voeux le vice-président de la métropole de Lyon. La rénovation urbaine, elle est tout à la fois des reconstructions, démolitions et de la réhabilitation. Si on regarde le nombre de logements réhabilités au regard du nombre de logements démolis, on est sur des chiffres qui sont très comparables. La réhabilitation, enfin, il n'y a pas un dogme de la démolition à l'ANRU. Au contraire, il y a des moments où collectivement, il semble que la démolition, malgré tous les déchirements, hein, moi par exemple, comme maire, j'ai toujours refusé l'implosion. Parce que je trouve que ça balaye l'histoire des habitants de cet immeuble. D'une certaine manière, alors, je peux comprendre, hein, parfois techniquement c'est intéressant, en réalité on ne gagne pas beaucoup de temps, mais parce que je trouve que c'est difficile, violent. Donc moi, je n'ai pas de dogme de ce côté-là. Ce que je voulais dire en réaction, c'est que je crois que le renouvellement urbain doit se réinventer en permanence. Et tout à l'heure, il a été question des tiers-lieux et des espaces de coworking. Nous, par exemple, à l'ANRU, au-delà de nos missions habituelles, on travaille beaucoup sur cette innovation, parce que l'innovation ne doit pas être réservée aux beaux quartiers. On ne doit pas aller chercher l'espace de coworking dans les quartiers bobos parisiens pour ce qui est de la métropole ou dans les centres-villes. Nous, on a cette volonté de travailler avec Amundi, notamment sur les espaces de coworking, sur les tiers-lieux, pour que ces lieux viennent dans les quartiers populaires. C'est la même volonté qu'on a avec l'opération Quartier Fertile que l'on mène avec un certain nombre de partenaires, c'est-à-dire d'amener cette innovation, cette capacité à être sur des circuits courts, de créer de l'emploi, de créer des dynamiques économiques. Et je crois que c'est très important dans la vision qu'on peut porter collectivement de ce qu'est la suite du renouvellement urbain, parce qu'il ne faut pas balayer tout ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que je le disais tout à l'heure, hein, la crise Covid vécue dans un quartier de l'ANRU 1 qui a terminé ou qui a bien avancé et la crise Covid vécue dans les quartiers les plus populaires, les plus difficiles, c'est pas la même chose. Donc il ne faut pas non plus jeter le bébé et l'eau du bain. Et tout à fait d'accord, et on le fait avec l'ensemble des maires et des représentants des métropoles et des intercommunalités, c'est de réfléchir à chaque fois quelle est la meilleure des solutions. Parfois, la démolition est inéluctable parce que le bâtiment a trop vieilli, parce qu'on va dépenser au logement des chiffres astronomiques pour arriver à une capacité de briser la passoire thermique, etc. Parce que les espaces extérieurs n'existent pas, parce que rajouter un balcon, ça devient quasiment impossible. Mais ailleurs, moi j'ai été visiter l'ANRU de Pau il n'y a pas très longtemps, j'ai vu de très belles réhabilitations avec des créations d'espaces extérieurs, des balcons qu'on est venu accrocher sur la façade de manière extrêmement ingénieuse. Il n'y a pas un dogme de l'ANRU qui dit il faut démolir, il n'y a pas non plus, et on travaille avec Marc-Antoine, un dogme absolu de l'ANRU pour dire on ne peut pas reconstruire du logement social à certains endroits, il faut y travailler, mais en même temps on est sur un programme national. Et on sait que toute petite exception qui peut s'expliquer à un endroit donne lieu à de grandes explications à tous les autres qui espèrent pouvoir glisser un coin
ou un pied dans la porte. Donc voilà, il faut travailler avec les bailleurs, l'ensemble des bailleurs, à la meilleure solution à chaque endroit. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire. Et surtout à réfléchir, en tout cas c'est mon souhait, au renouvellement urbain sur des temps longs. Un an rue 1, un an rue 2, peut-être demain un an rue 3. Je ne suis pas certain que ce soit ça la bonne réponse aujourd'hui. C'est comment le renouvellement urbain ou une nouvelle forme de renouvellement urbain s'enchaîne en permanence. Parce qu'on le sait, quand on a travaillé sur un quartier, on se rend compte que la périphérie a aussi besoin d'être regardée, la ville d'à côté a aussi besoin d'être regardée. Et donc comment on va faire demain? Et en plus, le temps de l'ANRU, il y a des moments, on va bientôt se retrouver dans une période où des programmes de l'ANRU 2 vont commencer à toucher leur fin, alors que certains ont à peine fini le premier. Donc comment on va faire pour que ces programmes s'enchaînent pour l'intérêt des populations qui sont aujourd'hui présentes, et comment on fait aussi, et c'est l'objet de notre discussion, pour que ceux qui sont là, y restent si c'est leur souhait, et que d'autres, un jour, y viennent parce que ça correspond à leur parcours résidentiel, ça correspond à leur appétence de venir dans ces quartiers, parce que ces quartiers ont aussi, et c'est pour ça que le débat est intéressant, et en même temps, on sait qu'il y a aussi de vrais atouts. Enfin, si je prends la ville que je connais le mieux, celle de Clichy-sous-Bois, la réalité de Clichy demain, c'est une gare, les ateliers Médicis, la plus grande forêt de la région Île-de-France, dans lequel aujourd'hui peu d'habitants de ce territoire viennent en profiter. Et mon objectif comme maire, mais aussi comme président de l'ANRU, c'est faire de ces quartiers aussi un lieu de destination pour les populations, mais aussi un lieu de destination dans le quotidien. Ce que je ne veux surtout pas, c'est que la gare du Grand Paris, ça soit une gare qu'on prend le matin et pour aller bosser et revenir le soir. Ce que je veux aussi, c'est que la gare du Grand Paris de Clichy-sous-Bois-Montfermeil soit aussi un lieu dans lequel on arrive le matin parce qu'on va trouver un lieu d'études supérieures, la forêt de Bondy, les ateliers Médicis ou du boulot à proximité. Et je crois que c'est ça qui fera que les habitants de nos quartiers et que d'autres aient envie d'y venir. Jean-Denis Mège et puis Frédéric Lavergne voulait s'exprimer. Je vais vous donner un exemple d'une action qu'on a conduite en interbailleur sur un pacte, le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache. Donc c'est au nord de l'Aisne et c'est à l'est du département du Nord. Et en interbailleur à 8 logements, on a posé une approche de renouvellement rural. C'est la même chose que le renouvellement urbain, mais c'est sur un territoire rural. On va intervenir sur les 25 000 logements que nous avons. Et quand on a consolidé nos PSP, nos plans d'investissement, eh bien, on s'est aperçu que ça faisait en 6 ans 850 millions d'euros et qu'on allait transformer 40% de ce patrimoine. Donc en territoire détendu, je ne sais pas si vous mesurez l'impact visuel, ce que ça donne. Et on s'est tous mis d'accord et on propose une contractualisation. Et dans le cadre de cette contractualisation, on va faire les réhabilitations pour amener tout dans la neutralité carbone, enfin autant qu'on peut s'en rapprocher. On va y intégrer des déconstructions. Toutes ces constructions, seniors, etc. Alors bien évidemment, il y a du petite ville de demain, on est aussi sur du cœur de ville, il y a aussi de l'ANRU. On va amener toute cette transformation, mais on va aussi innover. C'est-à-dire qu'on va développer des filières locales de construction en biomatériaux, en biosourcés, puisqu'on les a amorcées. Et on a des entreprises qui sont venues s'installer, puisque ça fait un petit moment qu'on le travaille, on l'avait initié dans l'Aisne avec l'Opale, et on a des entreprises qui viennent s'installer. On va aussi travailler sur l'Insereco, puisqu'on va pouvoir réserver des nombres d'heures assez colossales d'Insereco, et donc on est en train de travailler aussi avec les missions locales et les maisons de l'emploi pour travailler sur des parcours plus longs de qualification, etc. Et on va comme ça massivement investir et envoyer des signaux très forts. Et c'est votre job, ça? Et ça nous amène sur du zéro vacant à terme, puisqu'on retend le marché. Ce qu'on ne peut pas faire, hélas, c'est amener le logement privé qui, lui, se dégrade. Mais déjà, faisons la partie du logement social, c'est spectaculaire, c'est 25% de l'habitat. C'est fort, ce sont des marqueurs. On va faire aussi de l'accession à la propriété. Et on va amener les typologies de logements qui manquent, y compris les pensions de famille, etc. Et ça, on le contractualise. Et on le propose à la signature du président de la République, dès qu'il nous aura donné le feu vert de son agenda pour cette signature. Mais on intègre également dedans du DSU dans le rural, de la GUP rurale. Comment on va chercher ces gens seuls pour les ramener à l'emploi sur des sites un peu dispersés? Et on dit, Monsieur Klein,
donnez-nous les leviers de l'ANRU, les mêmes, sur une période contractuelle. Non, c'est pas vous qui allez le faire. Vous créez l'an rural. Exactement. Donnez-nous les moyens, les mêmes leviers, et comme ça, on aura une accélération. Et enfin, parce que M. Castex, ce matin, n'a pas pu parler des territoires détendus, parce que je pense qu'il n'avait pas cette proposition en tête. Enfin, on va avoir quelque chose de massif et un signal d'action publique fort sur ces territoires qui sont un petit peu hors radar, et on peut les ramener. Et les bailleurs, là-dedans, on est là, on est actifs. Et sécuriser, nous, notre modèle de bailleur en territoire détendu. Mais ça, les leviers en rue rurale devraient permettre de le faire. Voilà ce qu'on propose. Soit dit en passant, les espaces de coworking, vous en faites aussi en milieu rural dans l'Aisne? Absolument. On fait, si vous saviez ce qu'on fait. Mais venez. Et en fait, on a une intervention, je prends un bourg, d'accord? On dit, ça commence comme ça, faites-nous un petit écoquartier. Alors un écoquartier de Bourg, qu'est-ce que c'est? Alors on va amener nos 20 logements seniors, bon, souvent dans l'arrière-cour d'un front de rue, hein, parce qu'on ne va pas aller ouvrir des terrains supplémentaires, et on va y faire des logements pour les seniors, le petit truc sympa. Mais au passage, on va reprendre la gendarmerie, et puis on va faire aussi cette transformation en acquisition-amélioration. On peut reprendre aussi 2 petits bâtiments de centre-ville, par exemple l'ancienne Perception, et au rez-de-chaussée, on va livrer un espace, un tiers-lieu, qui pourra faire coworking, qui pourra permettre des opportunités, qui pourra aussi permettre aux associations qu'on va générer avec nos locataires seniors, parce qu'on va les accompagner pour qu'elles aient un lieu de rencontre, etc. On va amener tout ça. On peut aussi, sur ce petit bourg, mettre une petite micro-chaufferie biomasse, puis elle est à côté de l'école, on peut y raccorder l'école, on peut inciter. Puis on peut aller voir à côté Solia et leur dire, bah, tenez, vous viendrez faire un point Info Énergie, et puis nous on a un petit camion là qui vient, une petite agence mobile, etc., etc. Et on amène comme ça tout un volet de solutions qui sont assez intéressantes. Et là, on va donner corps et on va être l'opérateur de ce dispositif Petite Ville de demain. tu as raison, on ne vient pas suffisamment en Picardie. Ouais, venez nous voir. Philippe Langan. Frédéric Lavergne, excusez-moi, c'est vous qui vous demandiez la parole. Sur juste un point sur puisqu'on évoquait les territoires ruraux, et peut-être pour aller dans le sens aussi de ce que disaient les élus tout à l'heure, moi il me semble que le sujet de fond, en fait, il est bien sûr qu'il est attaché au logement, mais il est surtout attaché à, je dirais, à l'aménagement de ces quartiers. Vous avez pris des exemples, je vais vous en prendre un autre, hein, celui de la cité de la Castellane à Marseille. Nous sommes l'un des bailleurs qui intervient sur ce quartier-là. Aujourd'hui, le sujet, vous avez évoqué la mixité sociale. Enfin, en théorie, tout ça marche très bien. En pratique, chacun sait que c'est plus difficile. Et je pense que le législateur, en tout cas, dans sa volonté de mixité sociale, finalement, au fur et à mesure des lois qui se sont succédées, n'a fait qu'accentuer une forme de, employons les mots, hein, de ségrégation. Et ces quartiers-là, aujourd'hui, pour retrouver de la mixité, on peut démolir, on peut réhabiliter, on peut reconfigurer. Tant qu'on n'aura pas ramené du service, ramené des écoles, ramené de la vie, tout simplement, je pense qu'il sera difficile d'envisager tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Petite question, enfin un petit sujet que soulevait Philippe Langrand sur la taille et la qualité des logements. C'est quelque chose qui vous préoccupe dans ces zones tendues? Bien sûr, mais comme chacun de nous a envie de vivre dans un logement grand, spacieux. Oui, mais ça, une fois que c'est dit, mais est-ce que vous sentez qu'il va y avoir un besoin différent du fait du télétravail, de nouvelles réorganisation de la vie? Probablement, mais voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est comment pouvons-nous financer aujourd'hui des logements Vous ne parlez que d'argent, qu'est-ce que vous voulez? On en revient toujours à ce sujet-là, parce que le foncier, alors surtout dans les grandes métropoles, mais ailleurs aussi, voilà, le coût du logement, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc bien sûr que chacun a envie d'une petite salle pour télétravailler peut-être ou pour faire d'autres activités, mais aujourd'hui, la problématique, elle est entière sur le financement de ce type de dispositif. Isabelle Roudil, je vous donne la parole. Vous allez répondre. J'avais envie de vous faire réagir à ce que nous disait Jean-Denis Mèche finalement et sur le besoin et pas le besoin, la nécessité pour un bailleur social d'apporter de l'activité, parce que c'est ça aussi qui fait.
Alors, moi, je peux qu'apprécier ce qu'a dit Jean-Denis. Alors, à mon échelle, à moi, de coopérative qui produit 100 logements par an, je suis un promoteur. Évidemment, je ne suis pas à l'échelle de Jean-Denis. Alors déjà, Jean-Denis, mais il nous disait, vous savez, je suis tout petit. Voilà. on est Mais modeste, moi, je suis encore plus petite, Voilà. tout en étant quand même très utile. Mais un pauvre paysan. voilà. y compris en zone en rue, la diversification, le parcours résidentiel, ça passe aussi par l'accession sociale à la propriété. Et donc, c'est aussi une façon, quand on ne peut plus construire du logement social, de pouvoir proposer encore un parcours résidentiel avec l'accession sociale à la propriété et un produit qui est extrêmement efficace qui s'appelle le PSLA. Donc, on en fait quand même beaucoup. Je sais que mes collègues, moi je travaille moins en zone rue, mais je sais que mes collègues partout en France ont été souvent très utiles, y compris en Ile-de-France, c'est pas très loin de chez Olivier Klein. Mais pour répondre à votre question sur l'évolution de la forme des logements, alors nous à notre toute petite échelle, hein, mais ça c'est une question qui nous est fortement posée et qu'on a traduit. Alors beaucoup porté par les coopératives HLM, et nous on en est un exemple puisqu'on en a 5 programmes comme ça, autour de ce qu'on appelle l'habitat participatif. C'est-à-dire que l'habitat participatif, vous savez, c'est on a un terrain, on trouve des, enfin, on a toujours l'élu qui nous soutient, hein, autrement on n'y arrive pas. On a un groupe d'habitants, enfin, alors il y a peut-être des collègues qui arrivent sans, mais moi j'y arrive pas. On a un groupe d'habitants et ils dessinent eux-mêmes leur logement et leur espace commun. Et on voit de plus en plus, si au début, là en ce moment, j'en ai 5 hein, sur la métropole bordelaise. Au début, peut-être, alors la chambre d'amis, c'est toujours prisé parce que c'est vraiment à la fois la pièce indispensable et la pièce de trop. Parce que ça coûte quand même très cher, une chambre d'amis, hein, au mètre carré, pour les amis qui viennent une semaine par an. Bon. Mais avoir une chambre d'amis à disposition, c'est quand même super bien. Voilà. Donc ça, il y a toujours le coût de la chambre d'amis. Mais il y avait beaucoup avant les ateliers de bricolage, etc. Moi, maintenant, ce que je vois, c'est ces espaces qui vont devenir des espaces de télétravail à l'échelle de l'immeuble. Et du coup, le bureau, il sort de la maison, c'est-à-dire qu'on ne met pas son bureau dans un coin du salon, on va pouvoir le mettre dans la salle commune. Et puis, d'une certaine façon, c'est aussi important, le télétravail, c'est bien, mais c'est aussi bien de fermer la porte de chez soi, de dire on va travailler, même si on descend que 4 étages, et puis que quand on a arrêté de travailler, on rentre chez soi et on est dans un autre espace, qui est l'espace du repos. Oui, on ouvre et on ferme des portes également sur le monde du travail. Voilà. Et donc, nous, on voit que les espaces qui avaient été prévus au départ, comme du bricolage ou autre, sont en train aussi d'être repensés comme des espaces de télétravail. Marc-Antoine Jamet. Non, je ne sais pas si c'est l'objet de ce congrès, mais il y a quand même 2 réalités macroéconomiques au télétravail qu'on vient d'évoquer. Le premier, c'est que c'est un transfert de charges des entreprises vers les particuliers qui est colossal, puisqu'on transforme du bureau assuré par l'employeur à une salle à manger transformée en bureau par l'employé. Et donc, il y a un transfert de charges. Ça me fait penser au moment où la SNCF a trouvé intelligent et utile de faire 14 millions d'euros d'économies en nous faisant imprimer nous-mêmes nos billets plutôt que de l'imprimer elle. Donc voilà, il y a un transfert fort, fort, fort. Et la deuxième chose, il ne faut pas oublier non plus que moi j'ai... Ça coûte 14 millions, ça? C'était il y a très longtemps que la SNCF, vous ne prenez pas souvent le train, ça fait très longtemps que la SNCF nous fait imprimer nous-mêmes. Non, mais je sais bien, mais je ne savais pas que ça coûtait 14 millions, ça nous coûtait 14 millions collectivement. Un transfert de papier, d'imprimante et d'employés qui a été colossal sans que le voyageur ne s'en aperçoive, de l'entreprise SNCF vers le voyageur qui s'est mis à assumer des tâches à la fois. Mais 14 millions, vous êtes sûr hein? Je peux en parler à la radio, hein? Je vais le répéter. Hein? Fake news, etc., fast-checking. Non, mais je vous fais et là, donc c'est la même chose, c'est-à-dire que en acceptant tous benoîtement la pièce de bureau, la pièce de télétravail, on va augmenter la charge du locataire. Et la deuxième chose, moi j'ai la chance d'être le maire d'une ville nouvelle où dans les années 70, plein d'utopies, on voulait faire venir la classe moyenne. Donc les logements font 120% de la taille d'un logement normal HLM. Ce qui veut dire qu'en chauffage et également en prix de loyer, pour peu qu'il ait une certaine corrélation, ce qui n'est pas totalement faux, avec le mètre carré, notre générosité là, qui est très bien, la pièce supplémentaire, vient de transformer les loyers, les coûts de chauffage, les coûts d'électricité de nos locataires de manière assez importante en les augmentant. Donc c'est même une réflexion plus complexe que celle de faut-il ajouter une chambre? On arrive presque au terme de cette table ronde. Olivier Klein, avant que je ne fasse conclure Muriel Boulmier, qui est notre grand témoin, je
je voudrais avoir votre expertise. Bon, certes, on a entendu beaucoup de choses à cette tribune, beaucoup de problèmes financiers, on a bien compris que là, c'est l'alpha et l'oméga, mais sinon, vous sentez quoi? Vous sentez des bailleurs qui ont compris le sens de l'histoire ou qui sont un peu en dehors du coup? Non, Non, mais allez-y, il n'y a pas de bailleurs dans la après, salle. enfin, mon expérience et de maire et de président de l'ANRU et aussi de président d'associé du Grand Paris qui fait que je travaille aussi sur la question des quartiers de gare. Moi, je pense que les bailleurs sont effectivement très attentifs à la manière dont leurs habitants évoluent. Il y a évidemment tout un tas de sujets, parce qu'il y a la question qui me paraît, moi, déterminante pour la réussite de tout projet, c'est la capacité à entretenir, à bien entretenir et à entretenir durablement. Dans les quartiers en rue, ce qu'on appelle la gestion urbaine et sociale de proximité, c'est un enjeu fort. Et au-delà des questions de qu'est-ce qu'on construit, la question de la taille des logements, de leur orientation, enfin, de la manière dont on travaille, est-ce qu'on fait un jury, est-ce qu'on fait une conception-réalisation, enfin, toutes ces questions-là sont extrêmement importantes sur la qualité de ce qu'on produit. Mais les bailleurs sont tout à la fois, et on est ici avec un partenaire important de l'ANRU, enfin plusieurs, Action Logement et l'Union Sociale de l'Habitat et la Caisse, qui sont nos partenaires forts, en tout cas pour ce qui est du renouvellement urbain. Je crois qu'on est vraiment sur un bon alignement. Ensuite, il y a des questions de coûts qui sont effectivement importants. Il y a la question aussi des regroupements qui sont encore en cours, qui peuvent bouleverser un certain nombre d'habitudes. Mais enfin, on était il y a quelques années à d'autres congrès où l'ambiance pouvait être différente. Moi, je crois aussi que cette question du regroupement, d'avoir des offices et des bailleurs plus grands, est aussi dans notre capacité à faire mieux pour les locataires et pour tous les locataires. Ça a été dit très bien hier par Emmanuel Cos, mais l'enjeu, c'est vraiment de rendre encore plus le logement social quelque chose d'extrêmement positif. Enfin, comme maire, on a tous envie d'avoir un logement social enfin tous, en tout cas moi et on est quelques autres, à avoir sur nos territoires un logement social de qualité. Le logement social, c'est le logement du plus grand nombre. On a tous un jour, à moins d'être un riche rentier, on est tous un jour passés par le logement social et on doit en être fiers. Et ça, c'est notre capacité à construire ensemble des quartiers de ville avec cette capacité à construire un parcours résidentiel qui passe bien souvent, et c'est heureux, par le logement social. Muriel Boulmier. Oui, alors, d'abord, moi... Il vous faut conclure maintenant. Oui, vous savez bien que c'est pas évident de conclure une table ronde comme celle-là. C'est l'exercice... Et c'est pour ça qu'on vous a choisi. Ouf. Parce que c'était difficile, on a dit, il n'y en a qu'une, c'est Muriel Boulmier. Je vous remercie infiniment. En tout cas, moi, je remercie chaleureusement chacun de ceux qui se sont exprimés. Même si, tout compte fait, on a très peu parlé des petits territoires. Le sujet de l'ANRU a été très présent et c'est très bien, parce que c'est un vrai sujet. Et parce que dans l'ANRU, on s'attache beaucoup démolition, reconstruction, et vous l'avez dit très bien, Monsieur le Président, démolir est un crève-cœur, mais parfois réhabiliter coûte tellement cher qu'il faut passer au-delà du préjugé et savoir démolir pour mieux reconstruire. Vous l'avez dit aussi, il s'agit des habitants, et moi je suis sensible à ce que vous avez dit tous, les uns, les autres, nos proches, nos amis, notre famille. Chacun d'entre nous, à un moment donné, a habité ou approché de très près le logement social. Ça n'est ni une tare, ni une offense, ni un tabou. Ça peut être la fierté du logement social d'avoir permis cet ensemble-là. Ensuite, monsieur le vice-président du Grand Lyon, moi j'ai écouté avec délectation les propositions que vous avez faites d'une politique locale, urbaine, ambitieuse, de continuer à accueillir le logement social. Comment dire? Vous avez essayé de parler vrai à la fin en disant « je me lance », mais moi aussi je me lance. Quand je vous disais que Bordeaux Métropole était un souci pour nous, c'est que j'aimerais trouver cette politique audacieuse pour une grande métropole comme celle de Lyon pour Bordeaux.
Oui, il y a une capacité de faire. Oui, je le disais tout à l'heure, il y a une capacité de faire dans les centres-villes, avec des centres-villes très urbains, comme vous le disiez. Je pense qu'il faut éviter, il y a quelque chose qu'il faut éviter dans ce mouvement pendulaire que vous évoquiez et qui n'est pas massif, ça je crois qu'on a tous été d'accord là-dessus. Il faut éviter qu'il y ait un mouvement pendulaire un peu différent qui fait que le prix de la ville-centre relègue de fait les habitants très loin. Ce très loin étant évidemment un souci d'empreinte carbone fort, d'aménagement et d'équipement considérable, parce qu'il faut quand même faire des routes, même si c'est pour des voitures électriques, il faut bien qu'elles roulent quelque part, et ce seront donc des routes, plus les services. Et je crois, enfin, dans ce que vous exprimez, monsieur le vice-président, moi j'ai compris que ça, vous l'aviez compris. Et c'est très réconfortant. Non, voilà, il y a beaucoup d'élus, nous sommes un certain nombre d'élus, et c'est un sujet de conciliation des politiques locales. Eh bien, vous savez, c'est pas si facile. Et puis, bon, évidemment, j'ai beaucoup aimé la verve avec laquelle vous avez pris le chemin de votre témoignage, 93% de logement social arrivé à 53%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est singulier. Marc-Antoine Jamais, il est singulier de toute façon. Pardon? Il est plutôt singulier comme... Non, non, mais vous êtes 15 000, mais ce que je veux dire, c'est 15 000 sur 36 000, vous voyez, donc bon. Et donc oui, c'est singulier dans le grand paysage. Et donc c'est pour ça que l'ANRU le traite particulièrement. Moi, je ne dis rien de tout ça. Mais en tout cas, et puis je connais évidemment, ce que fait le bailleur Irilia, je connais la compétence d'Isabelle, et puis j'ai longuement entendu ce que fait Jean-Denis Mège. Et c'est vrai que moi, je m'attendais à ce que nous abordions davantage ce lien territoire, et puis autre chose, et puis les locataires, et puis les habitants. On ne peut pas raisonner qu'en locataire. Il faut qu'on raisonne aussi en accession à la propriété. Et dans ces territoires, petite ville de demain, pour laquelle on finance davantage d'ingénierie que de possibilités de construire. Villes moyennes dans lesquelles, en effet, des moyens ont été mis importants, et même si le début a un peu pataugé parce que le logement n'était pas au milieu, jusqu'au moment où les acteurs élus, d'ailleurs, ont compris que sans logement, on n'allait pas reconquérir les centres, bien entendu. Et donc, ça y est, là, c'est démarré, et il manquait un peu cette dimension-là. Revenons au territoire. Nous nous acheminons vers la non-artificialisation des sols. Voilà. Et après tout, moi, je trouve ça assez légitime. Ça va poser le problème de la reconstruction de la ville sur la ville. Vous avez largement abordé ça, mais ça va aussi avoir un impact sur les territoires plus ruraux. En ce sens que les territoires plus ruraux, tout le monde s'accorde à dire, les bourgs sont délaissés. C'est parfaitement vrai. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour la qualité de vie? Eh bien, il y a les petites maisons autour, le jardin modeste, le garage. Eh bien, ça, voyez-vous, je vais vous choquer peut-être, mais c'est un privilège que les locataires HLM doivent approcher avec délectation. C'est fini. Donc, il va falloir réinventer la reconquête des centres-bourgs et non pas la place centrale. Pour ce faire, il va falloir ne pas hésiter également à démolir dans les bourgs patrimoniaux. Donc engager un dialogue constructif avec les ABF. Ce n'est pas une petite chose, vous savez, d'engager ces dialogues-là. Et puis ensuite, il va falloir prévoir des logements qui vont être des logements désirables, au sens du cadre de vie que vous évoquiez, au sens du confort du logement, pièces supplémentaires ou mètres carrés supplémentaires. C'est-à-dire que si vous faites 2 logements locatifs au-dessus du presbytère, je suis sûre qu'ils seront très beaux, mais personne n'ira habiter. Parce qu'on ne vient pas dans un bourg rural pour habiter un petit logement ou même un logement un peu grand qui soit un appartement. Et donc, quand je parlais tout à l'heure en introduction de politique audacieuse, ça va être ça la politique audacieuse. Et ça va être de demander à l'État que dans les CRHH,
qui sont quand même des instruments de programmation et de financement déconcentrés des politiques de l'État. Il faut que nous arrivions à ce que les CRHH, qu'on se fasse entendre, et que, hier je recevais à cette tribune Fabien Peloux, alors qu'on joue mêlée, hein. Moi je suis du Sud-Ouest, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un rugbyman, Pas. hein, je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous savez qu'il a passé plus de temps à faire des selfies qu'à faire sa conférence? Non, j'exagère. Oui, Donc, oui. alors, je reviens donc. Je vous assure qu'il y a des gens dans la salle qui ne savent pas qui est Fabien Peloux. C'est vrai? Bon, Muriel Boulnier. Bon, alors, donc, il faut absolument que nous arrivions à ce que les CRHH consacrent pour une durée conciliable avec des projets, c'est-à-dire sans effet d'aubaine, c'est-à-dire pour 5 ans, des crédits qui seront dédiés à comment on refait les centres-bourgs, les petites villes, qui sont des lieux d'activité, j'insiste là-dessus, et qui doivent être aussi des lieux d'habitation. Voilà, et vous savez, chacun ses paris, chacun ses défis, ils peuvent être modestes, les solutions, elles seront multiples, on les a vues, mais n'en ratons aucune, parce que sinon on se reverra dans 1 an, 2 ans, pour ceux qui seront là, et puis on dira les mêmes choses, et on sortira la boîte de Kleenex, parce que quand même, pourquoi pas. Voilà. J'espère que les choses vont changer, j'espère aussi qu'on se reverra dans 1 an, dans 2 ans et dans 3 ans. Tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Alors que je vous explique maintenant, vous n'allez pas vous ébrouer partout parce que dans quelques instants, il y a les trophées de l'innovation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce n'est pas une remise de prix sempiternelle et ennuyeuse. On va vous présenter 10 projets, 10 initiatives innovantes qui ont lieu dans vos établissements. Vous allez devoir voter avec vos téléphones. Vous allez voir, ça va être super. Donc vous restez avec nous. C'est dans 5-10 minutes. Le temps juste de réaménager la scène. À tout de suite. Bon, merci beaucoup.